Dans la politique française aujourd'hui, il y a un bloc de gauche, gauche radicale, extrême centre, extrême droite, et il y a un bloc équivalent qui est représenté par les abstentionnistes, c'est-à-dire des gens qui sont dégoûtés par la politique, qui n'y vont plus, qui s'absentent des élections à chaque fois, et ça représente des millions de personnes qui, en termes d'analyse de classe, ont des intérêts de classe qui devraient les pousser à voter pour nous, notamment pour le pouvoir d'achat, le salaire, les questions d'égalité sociale de manière générale. Et donc le pari, c'est de réussir à mobiliser ces personnes-là à aller voter pour pouvoir avoir une majorité et l'emporter. In Fondazione Feltrinelli ci occupiamo di questi momenti complessi di profonda trasformazione della politica, dell'economia, della società, dell'Europa. Abbiamo il privilegio di incontrare alcuni protagonisti che ci aiutano a comprendere questa complessità, dove si è generata, come possiamo affrontarla e come possiamo costruire un'Europa con delle basi più giuste, più eque per tutte e tutti. Quest'oggi abbiamo ospite Clémence Guettet. Buongiorno Clémence. Buongiorno. Clémence è la coordinatrice dell'Avenir en Commun, il programma politico della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, attualmente vicepresidente dell'Assemblea nazionale. C'è stata una presa di posizione che mi ha molto colpito e attorno alla quale noi ci interroghiamo tantissimo, e cioè voi parlate di alternativa al capitalismo. E mi interesserebbe entrare con te in questa alternativa e comprendere quanto è un'alternativa teorica, ideale, oppure un'alternativa concreta e che è raggiungibile. No? Noi parliamo qui di possibile, cioè quanto sia un'alternativa possibile e quanto poi quella possibilità sia seduttiva nei confronti dell'elettorato. C'est une discussion qu'on a eue beaucoup sur où placer le curseur, parce qu'en effet on se définit comme une force politique anticapitaliste. Il n'empêche que dans l'état de la société aujourd'hui, et compte tenu de la réalité temporelle d'un mandat qui dure 5 ans, si on prend le pouvoir c'est pour 5 ans, peut-être plus, mais en tout cas c'est très court, on s'est questionné sur comment mettre en musique, comment montrer ce qu'on pourrait changer sur la temporalité d'un mandat. Et donc, de fait, c'est loin d'être idéal. Ce qui est inscrit dans l'Avenir en commun, on l'a toujours décrit en fait comme un programme de transition vers une société anticapitaliste. On a toujours été très attaqué dans les périodes de campagne électorale et on sait qu'on a une exigence de crédibilité qui ne s'applique pas aux autres. C'est-à-dire que à nous, on nous demande toujours si nos mesures sont chiffrées, si elles sont réalistes, dans quelle temporalité on pourrait les mettre en œuvre, avec quel financement de l'État. Ça n'est absolument jamais demandé à l'extrême droite, qui a un programme, en tout cas en France, complètement déficitaire, puisqu'il refuse d'aller chercher du côté des ultra-riches. Ils décident de protéger le capital et donc en fait ils ont un programme qui est absolument inapplicable, mais à nous on sait que ça nous est demandé à chaque étape et donc on a un programme qui est entièrement financé, ce qui nous a obligés à faire un exercice de fiction gouvernementale quand même assez élaboré. Maintenant, ça fait 3 campagnes présidentielles qu'on perfectionne le programme, donc on a y compris développé des plans d'action gouvernementale, on sait de quelle façon on s'y prendrait avec l'administration, on sait sur quel rythme, avec quel financement, ce qui de fait restreint nos espérances. Et même, en fait, quand on regarde le programme de 81 ou des programmes de gauche qui ont été faits en France, l'Avenir en commun est moins ambitieux. Ça nous a même été reproché par l'extrême gauche française, puisqu'il y a une extrême gauche en France, notamment en matière de programmes de nationalisation. Il y avait beaucoup plus à cette époque-là, mais parce qu'on part du principe qu'on va récupérer le pays dans l'état où il est. Donc avec réalisme,
qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, et à quelle vitesse de transition. Sachant qu'on a toujours dit aussi qu'on a un programme qui, de toute façon, dont chaque ligne ne sera applicable que s'il y a des mobilisations populaires dans le pays. C'est-à-dire que si les gens vont voter, nous permettent de l'emporter et ensuite s'en lavent les mains, il y aura trop d'adversité par les forces politiques adverses qui vont se mobiliser, par le système médiatique dont j'ai parlé avant, par les marchés financiers, par la Commission européenne. Donc s'il n'y a pas une mobilisation populaire forte, on n'arrivera pas à mettre en place ce qu'il y a dans le programme. Io proverò a darti degli elementi su in Italia perché ha vinto la destra e l'estrema destra e perché ha perso la coalizione di sinistra. Ma vorrei chiederti, dal tuo punto di vista, perché stanno vincendo le destre e se è più una regressione dell'efficacia della politica di sinistra oppure se ciò nel quale credono e il progetto politico delle destre è più convincente di quello di sinistra. On est responsable politique, on a plusieurs enseignements stratégiques et en fait on a des choix stratégiques à faire sur la base de ce constat-là. Il y a, y compris à gauche, une discussion sur est-ce qu'on essaie d'aller vers un centre-gauche ou une politique la plus modérée possible pour ne pas effrayer, pour ne pas promettre le grand soir, mais pouvoir arriver au pouvoir peut-être plus facilement et faire des petits pas en avant pour la population, qui repose aussi en partie sur ce que Macron a fait à un moment donné pour gagner, c'est-à-dire voilà, une promesse de modération et surtout un pari très dangereux contre l'extrême droite au second tour, parce qu'à un moment donné, l'extrême droite au second tour pourrait l'emporter. Donc il y a cette tentation social-démocrate, où il y a un choix qui est celui de la rupture et d'une politique alternative assez radicale à proposer aux gens, en estimant qu'il y a un horizon mobilisateur qui est proposé. Parce que la proposition de droite ou d'extrême droite, qui forme un bloc désormais, en tout cas en France, les contours sont très flous, les deux se confondent, c'est une proposition en termes... Si on l'analyse en termes matérialistes, c'est une proposition radicale, c'est-à-dire que vis-à-vis de la compétition économique entre les individus, l'extrême droite propose que ce soit les personnes racisées, les musulmans, les personnes immigrées qui soient les perdantes de cette compétition-là. Et donc c'est une proposition claire dans l'esprit des gens, et donc moi je suis persuadée que nous, il faut faire une proposition alternative très forte et identifiable, et justement ne pas se cacher derrière son petit doigt, ne pas éviter certains sujets, ne pas qui est une option qui a parfois été choisie par d'autres. Et nous, de tout ça, on parle de la stratégie du 4e bloc. Il y a des chercheurs comme Palombarini et d'autres qui ont travaillé là-dessus, où dans la politique française aujourd'hui, il y a un bloc de gauche, gauche radicale, extrême centre, extrême droite, et il y a un bloc équivalent qui est représenté par les abstentionnistes, c'est-à-dire des gens qui sont dégoûtés par la politique, qui n'y vont plus, qui s'absentent des élections à chaque fois, et ça représente des millions de personnes qui, en termes d'analyse de classe, ont des intérêts de classe qui devraient les pousser à voter pour nous, notamment pour le pouvoir d'achat, le salaire, les questions d'égalité sociale de manière générale. Et donc le pari, c'est de réussir à mobiliser ces personnes-là à aller voter pour pouvoir avoir une majorité et l'emporter. La pace, soprattutto tutte le componenti che si ritrovano nel centro-sinistra in Italia, non c'è dubbio, vogliono la pace. Ma i partiti della coalizione di centrosinistra in Italia hanno posizioni molto diverse su come raggiungere la pace. E quindi ci sono gli oltranzisti che dicono la pace a tutti i costi, ci sono i moderati, o qualcuno dice i realisti, che dicono la pace, ma armando l'Ucraina e ad esempio riarmando l'Europa. Allora è proprio qui, con questo piccolo esempio, che mi interesserebbe comprendere il tuo punto di vista su come dobbiamo fare i conti con le nostre convinzioni, i nostri ideali, e poi il governo del cambiamento, il governo di quello che abbiamo davanti, dei problemi reali delle persone, e anche per come essere da guida alle milioni di persone che si identificano in quegli ideali e che ci affidano
il mandato di trasformare quegli ideali in politiche concrete. Alors nous aussi, on a eu quasiment le même débat en France. À gauche, il y a la mobilisation justement de cet idéal, de cet horizon de paix. On veut que les guerres s'arrêtent. Bon, c'est un discours qui est très largement partagé, en réalité même au-delà de la gauche. Mais à gauche, on a eu cette discussion parce que nous, on estime qu'on ne parviendra pas à la paix en réarmant fortement et en faisant la guerre. Et ça, on l'a dit dès le début de l'invasion russe en Ukraine. On s'est d'ailleurs, dans les médias français, fait traiter de munichois. On nous a dit qu'on abandonnait l'Ukraine, qu'on cédait à Poutine. Il y a vraiment un discours extrêmement belliciste et puis basé sur l'histoire et beaucoup de va-t-en-guerre, notamment à gauche, qui ont dit pour sauver l'Ukraine, il faut absolument réarmer. Macron est allé jusqu'à dire qu'il fallait envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Bon, Macron n'est pas de gauche, mais il y a eu des discours comme ça, y compris qui ont été portés à gauche. Et nous, on a toujours dit que la voie à privilégier était la voie diplomatique. Et parce que ça concernait là aussi des choix politiques qui ont été faits. Macron a cassé la diplomatie française en refaisant en fait le cursus des diplomates, en le détruisant complètement, alors qu'on avait une diplomatie extrêmement forte. Donc derrière, il y a des politiques publiques très concrètes qui sont menées, c'est-à-dire choisir de fabriquer des missiles plutôt que la formation des diplomates français et le fait d'investir dans cette façon-là, d'arriver à régler des conflits. Et on a toujours dit que justement, il fallait, en l'occurrence, négocier avec Poutine. Et on nous a accusé des pires mots en disant que quasiment qu'on avait une complicité avec Poutine. Il n'empêche que on se retrouve plus de 2 ans et demi plus tard et des milliers de morts plus tard, exactement dans la même situation, sauf que c'est Trump qui a mis les gens autour de la table, ce qui est anormal dans un conflit qui concerne directement les Européens, qui a exclu Zelensky, qui l'a fait à ses conditions, y compris pour mener, lui, ses intérêts impérialistes, et notamment en matière de minerais. Donc la poursuite, en fait, d'un conflit sous une forme économique pour ce qui concerne Trump. In bocca al lupo, congratulazioni e grazie davvero tantissime per essere stata qui in Fondazione Feltrinelli.